Pour faire 1 litre d'huile essentielle de lavande, il faut environ 130 kg de fleurs, tandis qu'avec l'huile, il faudra entre 30 et 40 kg. Audrey reste incollable dans son domaine. Sa passion pour la lavande remonte à son enfance. Née à Digne-les-Bains, elle fut toujours entourée de plantations à perte de vue, aux parfums enivrants. L'apparition en 1960 des premières machines à récolte accélère la commercialisation de la lavande sous toutes ses formes. Les ventes explosent, surtout celles des huiles. Et là, Audrey souhaite attirer notre attention. Il faut faire très attention aux produits que nous achetons. On peut par exemple acheter sur un marché un flacon d'huile essentielle où il est inscrit juste lavande, mais ça ne garantit pas que ce soit de la vraie lavande. Pour que ça le soit, vous devez notamment avoir le label AOC. Alors ça, c'est un certificat pour vous d'acheter le vrai produit, puisqu'il n'y a que la lavande qui a cette appellation. On ne la retrouvera pas sur le lavandin, par exemple. Et surtout aussi, on doit pouvoir lire le nom du producteur et toujours acheter des flacons colorés. Donc ça, c'est pour préserver notamment l'huile essentielle de la lumière, des UV et autres. Elle peut être de couleur bleue, elle peut être marron, elle peut être blanche, elle peut être verte, du moins que le flacon a une couleur et qu'il n'est pas translucide. Pour ça, en fait, c'est une garantie. Et surtout pour la préservation du produit. Pour la présentation du produit et surtout pour notre santé. Le calendrier des travaux agricoles débute au mois de mars avec les plantations. Suivra le griffonnage en avril-mai, la floraison commence en juin et la mi-juillet sonne le début des récoltes. Les senteurs embaument alors l'atmosphère et encore une fois, pour bien différencier le parfum de la lavande à celui du lavandin, une machine olfactive est mise à la disposition des curieux. C'est la machine que nous présentons là-bas, c'est une machine à sentir, donc on peut faire la différence olfactive entre la vraie lavande et le lavandin qui est très importante puisque comme je vous l'ai dit précédemment, le lavandin contient du camphre donc il est plus fort, plus entêtant, alors que la lavande sera plus subtile, plus douce, plus raffinée. Tu sens, tu as senti? Oui. Depuis son ouverture en 1991, le musée de la lavande ne cesse d'attirer les amoureux de cette plante précieuse, au parfum raffiné. La lavande reste la plante aromatique la plus appréciée. Grâce à son musée, vous deviendrez à votre tour un véritable expert. Alors on parlait de l'avonage, par contre on n'a pas donné les noms des communes de cette vonage. Pour l'entrée de la volage en venant de Nîmes, vous avez Caveyrac, Clarensac, Saint-Côme. Derrière vous avez Congénie, vous avez Calvisson bien sûr, vous avez Nage et Solorgue, vous avez Boissière, vous avez Langlade et que les maires qui écouteront cette émission me pardonnent si j'en ai oublié. Manque à cette liste Saint-Dionysie. La Vonage, ce sont au total 9 communes réparties sur 10 000 hectares. Elle compte environ 20 000 habitants et doit son nom à l'adaptation française de l'occitan Vaounajas, qui signifie vallée de nage. Située entre les villes de Sommières et de Nîmes dans le département du Gard, la Vonage est une combe creusée dans le plateau des Garrigues où coule le Rosny. Encadrée de collines en amphithéâtre, dépassant légèrement les 200 mètres d'altitude à l'ouest et au nord, son point culminant se situe sur le plateau de la Liquière à 215 mètres d'altitude et le point le plus bas se situe lui aux sorties du Rosny sur la commune du Caveyrac. Vous l'aurez compris, l'association Abeilles et Biodiversité a pour vocation la préservation et la pérennité de la faune et la flore de la Vonage. Comme son nom ne l'indique pas, Abeilles et Biodiversité n'est pas une association d'apiculteurs, mais son président est un fou amoureux des abeilles. Nous n'avons pas pu résister à l'idée de lui faire parler de ces petites bêtes. Nous sommes allés près de ces ruches à Nage et Solorgue, qui est d'ailleurs la commune qui est au centre de la plaine de la Vonage. Alors vous êtes un amoureux des abeilles, c'est pour ça que l'association d'ailleurs s'appelle Abeilles et Biodiversité. Vous avez des ruches vous-même, c'est Nage et Solorgue, oui. La commune sur laquelle vous êtes installé. Oui. Donc moi j'ai des ruches, je n'en ai pas beaucoup, je suis un passionné, j'en ai 25. Donc c'est vraiment un petit apiculteur, mais c'est ma passion. Donc effectivement, quand j'ai créé l'association, donc on a regardé, et il m'a semblé que l'abeille était quand même l'emblème le meilleur pour parler de la biodiversité et des problèmes de l'environnement. C'est un thermomètre formidable. Et donc on a choisi comme emblème sur notre association l'abeille. Mais on n'est pas du tout une association d'apiculteurs. On est une association de personnes qui ont envie de défendre la nature et de défendre le bio. Non, l'abeille, c'était vraiment le nom pour le cœur, voilà, finalement, parce que voilà, vous aimez donc, les abeilles. On utilise, il se trouve qu'on est 3 apiculteurs et qu'on essaie de faire partager notre passion. On va donc pour l'association,
On met notre passion pour l'association. Au service des jeunes, vous allez rencontrer les écoles. On va dans les écoles, on fait des conférences, on fait des manifestations pour essayer de parler de l'abeille, mais l'abeille en tant qu'animal, mais en tant que représentant de la biodiversité et de tout ce qu'elle peut apporter. Et en fonction des âges, donc on parle du maternel jusqu'au collège, ou même pour des adultes, on va plus ou moins loin sur la biodiversité. Mais c'est formidable. Le regard des enfants, quand on parle d'abeilles et quand on parle de pollinisation, c'est formidable. C'est l'heure de retrouver votre rubrique recette du jour, cette fois-ci en compagnie de Frédéric Siller pour cette semaine. Frédéric Siller qui est derrière la caméra habituellement passe derrière les fourneaux pour vous concocter une recette et plus précisément un dessert, un fondant au chocolat. Je ne vous dis que ça. En essayant cette recette, je suis sûre que vous allez ravir tous vos convives. Allez Frédéric, c'est à toi, régale-nous. Cette semaine dans Territoire, nous vous proposons une recette que tout le monde appréciera sans aucun doute. Il s'agit d'un coulant au chocolat noir corsé. Si vous suivez attentivement les instructions, vous réussirez à coup sûr cette gourmandise très peu déclinée en format familial dans les nombreux livres de pâtisserie. Notez la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires pour cette recette. 4 œufs bien gros, 120 g de beurre doux, 100 g de sucre en poudre cristal et surtout pas de sucre roux, 80 g de farine de type 55, une tablette de chocolat noir corsé pâtissier, une cuillère à café de sel fin, un saladier, un fouet, un petit moule à cake, un couteau, une cuillère à café et une cuillère à soupe. Tout d'abord, commencez par bien préchauffer votre four à 200 degrés thermostat 6. Un four bien chaud, c'est s'assurer d'une cuisson réussie. Cassez en petits morceaux dans le saladier votre tablette de chocolat noir corsé. Vous pouvez aussi bien décliner le parfum avec du chocolat caramel par exemple. Mais ce dernier étant plus gras que le chocolat traditionnel, il ne vous en faudra pas plus de 150 g. Versez 3 grandes cuillères à soupe d'eau et portez le tout à fondre au micro-ondes durant 1 minute. L'eau permet tout simplement d'éviter que le chocolat ne durcisse rapidement en refroidissant. Pendant que le chocolat est encore chaud, ajoutez une cuillère à café de sel et remuez tout de suite après. Et n'oubliez pas de nous intégrer rapidement dans le chocolat avant qu'il ne chute en température. Après, remuez-nous énergiquement jusqu'à obtenir un mélange bien lisse et homogène. Saupoudrez par étapes successives vos 100 g de sucre cristal. Remuez énergiquement, faites-en autant avec la farine. Attention, ne la déversez pas d'un seul coup pour ne pas créer des grumeaux difficiles à dissoudre. Vient ensuite l'étape du beurre. Faites-en fondre 120 g et incorporez-le à votre préparation. Touillez énergiquement jusqu'à dissolution complète de ce dernier. Beurrez votre moule à cake même si celui-ci affiche l'étiquette anti-adhésif afin d'éviter les mauvaises surprises au démoulage. N'oubliez pas de bien badigeonner dans les coins. Il ne vous reste plus qu'à verser votre pâte dans le moule à cake et enfourner 17 minutes et pas une de plus. C'est important pour le résultat final. Si besoin, émunissez-vous d'un minuteur pour ne pas oublier le temps de cuisson pendant que vous faites la vaisselle. À mi-cuisson, tournez votre moule à cake pour une meilleure répartition de la chaleur. À la fin du temps réglementaire de cuisson, sortez le gâteau du four et attendez une vingtaine de minutes avant de le démouler. Saisissez-vous d'un couteau et tranchez au milieu le coulant. Séparez les deux moitiés devant vos invités afin qu'ils puissent apprécier l'apparition du cœur coulant au chocolat. Il ne vous reste plus qu'à découper des parts équitables pour égaler tout le monde. Cette recette se réalise en l'espace de 5 minutes. Maintenant, tous à vos fourneaux. Alors Alain, nous sommes maintenant vers les ruches. C'est celle de votre ami, parce qu'il y a 2 postes, donc celui-ci, vous travaillez avec lui quand même en collaboration. Tout à fait, c'est un ami. Et le vôtre. Et vous m'expliquiez qu'il ne faut pas déplacer les ruches surtout. Il y a une question de kilomètres. Parlez-nous de ça. Surtout pas. Une abeille, elle fait environ 3 km autour de sa ruche. Quand elle sort de sa ruche, elle repère exactement où se trouve la ruche. Et donc à partir du moment où vous la déplacez, elle ne se retrouve pas. Elle ira toujours au même endroit. Donc ça veut dire qu'on travaille à 2 ruchers, et ça c'est le rucher de mon ami. Et moi j'ai un rucher qui est à Nage. Donc il y a plus de 3 km entre les 2 ruchers.
Ça permet de déplacer des ruches, ça permet de faire des essais, ça permet, voilà. En ayant cette distance-là, en fait, elle se repère, c'est ça? Absolument. Parce qu'une abeille, donc, quand elle sort, elle met son GPS en route et elle repère exactement la ruche. Donc, et elle le repère que dans les 3 km. Et là, on est dans un univers très féminin, hein, Alain? Tout à fait, tout à fait. Les abeilles, ce sont que des filles. Que des filles, donc avec une reine, des ouvrières, et dans la saison, il y a quelques mâles. Alors ça veut dire qu'elle se transforme en mâle? Ah, pas du tout, pas du tout. C'est la reine qui décide si elle fait un mâle ou si elle fait une femelle. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire si elle met du sperme ou si elle ne met pas. Donc, elle fait des mâles quand il va y avoir la période de fécondation des reines. Et elle a fait sur une population d'une ruche entre 30 et 40 000 abeilles, vous avez une centaine de mâles. Et ces mâles ne sont là que pour la fécondation. C'est-à-dire qu'ils ne savent ni manger, ni rien. On les nourrit, les femelles les nourrissent. C'est un peu comme les hommes, finalement. Absolument. Sauf que nous, on sait se débrouiller sans les femmes. Hein. Mais les abeilles mâles, non. Les abeilles, non. Les donc, ne savent pas. Donc elles s'en servent pour la reproduction, Absolument. puis après elles s'en débarrassent. Absolument. Et donc, à partir du moment où la période de reproduction est finie, les seuls mâles qu'il y a à l'intérieur sont jetés dehors, tout simplement par les femelles, par les ouvrières. Et meurt.